Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast sur les stigmatisations vécues par les personnes trans. Je me présente Ophélie Langevin, pronom elle, et aujourd'hui je suis accompagnée non pas d'une fabuleuse, mais d'une très pertinente co-animatrice. Veux-tu te présenter? Oui, bonjour tout le monde, Raphaël Pinault, pronom elle. Et pour ce podcast-ci, ce troisième podcast, on reçoit Massimo. Est-ce que tu veux te présenter, dire tes pronoms? Oui, Massimo D'Emilio, LL. Génial. Pour commencer, est-ce que tu veux nous introduire à comment définirais-tu ton genre? Moi, je suis une personne agenre, donc c'est assez simple, il n'y en a pas. J'ai aucun sentiment d'identité de genre, je ne présente pas d'une manière à démontrer un genre non plus. Donc, je peux porter du linge qui pourrait être associé stéréotypiquement à un genre ou à un autre, mais ça n'apporte aucun sentiment interne de genre pour moi. Il n'y a rien. Puis, de quelle façon, dans ta découverte de soi, tu t'en es arrivé là? Ça a été quoi ton cheminement? Je dirais, j'ai jamais vraiment eu l'impression d'avoir un genre. Puis c'est quelque chose que... En fait, la manière que je l'ai remarqué, j'ai commencé à me questionner sur voir si j'étais à genre quand j'ai commencé à comprendre ce qu'était le genre pour les autres. OK. Je dirais à travers toute mon enfance, je me suis dit, ça doit être comme ça pour tout le monde, les gens se sentent comme moi, donc je dois être un gars. Puis éventuellement, je pense avec le temps, puis surtout en côtoyant d'autres personnes trans, j'ai commencé à vraiment, sans le comprendre justement, mais à voir l'impact puis l'effet du genre sur les personnes trans en voyant la dysphorie ou l'euphorie de genre que ces personnes-là vivaient. Puis j'ai comme observé ça, puis j'ai enfin un peu compris ce qu'était le genre, puis j'ai regardé à l'intérieur de moi-même, puis j'ai vu que, en tout cas, c'est quelque chose qui n'existait pas pour moi. Okay. Fait que c'est à travers d'autres personnes trans que j'ai pu comprendre le genre, puis en comprenant le genre, j'ai réalisé que c'est quelque chose que j'avais pas. OK. Puis là, t'en as parlé un peu, mais par rapport à la dysphorie de genre puis l'euphorie de genre, de un, comment tu le définirais? De deux, est-ce que t'en as vécu? Comment tu l'as vécu? Je dirais la dysphorie de genre, là, c'est assez difficile pour me prononcer là-dessus parce que je commencerai par dire que je vis pas tant de dysphorie ou d'euphorie de genre, okay. Personnellement, là. C'est pas une caractéristique des personnes à genre, là. Je connais des personnes à genre qui peuvent en vivre, mais moi, c'est pas quelque chose que je vis. Mais de ce que j'ai perçu dans les autres, puis ce qui m'a mené à ma compréhension du genre aussi, là, c'est de voir, en tout cas, les sentiments négatifs qui peuvent être accompagnés par une personne qui n'est pas bien avec la façon dont on assume son genre, dont on donne son genre. Fait que si on prend l'exemple d'une femme trans qu'on utilise les mauvais pronoms ou qu'on la met genre ou quoi que ce soit, j'ai pu quand même percevoir des émotions négatives, des réactions négatives. Puis de l'autre côté, j'ai vu, en côtoyant des personnes trans, surtout là, de l'épanouissement de personnes qui commencent à affirmer de plus en plus leur genre. Fait que après un coming out ou quand une personne commence à présenter un genre qui lui va mieux, je vois vraiment que cette personne-là se sent mieux dans son corps, se sent mieux autour des autres. S'assume plus. S'assume plus, c'est vraiment incroyable, là. Fait okay. Que c'est comme ça que je définirais l'euphorie de genre. Ok, génial. Est-ce que par rapport, parce que tu sais, le fait que tu sois à genre, est-ce que ça te cause des stigmatisations ou pas? Est-ce que comment tu te présentes aux autres par rapport à ça? Est-ce que tu as peur qu'il y ait du jugement? Oui, absolument. J'ai peur. J'ai peur de me faire juger. Là. J'ai le privilège là, quand même d'être capable de passer pour un homme cis blanc
Donc, c'est quand même quelque chose que, pour moi, c'est difficile de s'en séparer dans des situations où est-ce que je suis pas sûr comment les gens vont réagir. Fait que parfois, pour moi, surtout que je vis pas nécessairement une dysphorie de genre, parfois pour moi, c'est plus facile de pas en parler, de laisser les gens assumer que je suis un homme cis, puis d'évoluer là-dedans, là. OK. Puis le genre de stigmatisation que tu vis, t'en vis pas tous les jours justement parce que tu passes pour, entre guillemets, un homme cis blanc. Ouais, voilà. Fait que c'est pas à tous les jours. Est-ce que c'est plus... Est-ce que t'en vis quand, justement, tu vas affirmer ton genre inexistant? Je sais pas. Est-ce qu'on peut dire t'affirmes ton genre? Parce que si t'as pas de genre, comment on l'appelle? C'est une question intéressante, puis honnêtement, je dirais peut-être la formulation s'affirmer soi-même. Ouais, je m'affirme moi ouais. à l'intérieur de mon absence de genre. Ce serait, je sais pas, une meilleure façon de le mettre, là, mais ouais, je dirais généralement, quand je m'affirme, c'est dans des espaces que je sais qui sont des safe spaces, là, fait que des espaces sécuritaires, des espaces souvent, en tout cas, c'est presque uniquement des places où est-ce que j'ai déjà vu d'autres personnes trans ouvertement exister dans ce milieu-là sans vivre de la discrimination. Fait que tu t'assures que ce soit un safe space avant de prendre la parole puis de t'affirmer. Généralement, je dirais c'est ça. Puis, ouais, il me reste quand même du travail à faire là, pour me sentir assez en confiance pour m'affirmer dans des milieux où est-ce que je ne suis pas encore certaine que l'espace est entièrement sécuritaire. OK. Puis, est-ce que le fait que, justement, tu passes, entre guillemets, pour un homme cis-blanc hétérosexuel, est-ce que ça te fait pas violence à tous les jours, justement, du fait que les gens vont, mettons, avoir tendance à utiliser le pronom « il », puis à faire des accords masculins? Ben, tu sais, comme j'ai dit, je vis pas nécessairement de la dysphorie de genre. Et puis, le pronom « il » et les accords masculins, c'est, entre autres, des pronoms et des accords que j'utilise. Ce que je dirais, par contre, c'est j'ai quand même en tout cas, un embarras puis une honte à pas être capable de m'affirmer complètement dans tous les espaces où je suis. J'appellerais pas nécessairement ça de la dysphorie, mais c'est plus juste... en tout cas, la transparence puis l'authenticité, c'est des valeurs qui sont importantes pour moi. Puis malgré ça, je suis pas capable de les incarner dans tous les espaces où je vis par la peur. Fait que c'est quand même des luttes qu'il faut que je continue à mener avec moi-même. Ouais, mais en même temps, genre, tu sais, puis là, comme, je veux pas te maternaliser, j'ai tendance à maternaliser les gens, mais tu sais, aie pas trop honte parce que dans le sens, c'est pas toi qui devrais avoir honte, là, c'est notre société, là. Tu sais, la société permet pas de le faire non plus, là. Puis, dans le fond, c'est ça, toi, tu utilises le pronom « il » et le pronom « elle », puis tu préfères que les gens alternent, donc des fois dire beau, des fois dire belle, tu sais, de vraiment alterner entre le féminin et le masculin. Puis c'est un peu ça qui est pas fait dans la société quand tu t'affirmes pas, dans le fond. Ouais, c'est ça, en effet, là. Fait que, oui, je dirais absolument, je préfère quand les personnes autour de moi alternent, surtout parce que, justement, c'est un indicateur que c'est un espace sécuritaire, là. Okay. Où est-ce que je peux m'affirmer, tu sais, si les gens sont confortables et ouverts à utiliser les pronoms « il » et « elle » et à utiliser des différents accords, là, voilà, je sais que je suis dans un bon espace pour m'exprimer. OK. Est-ce que... Raph, t'as-tu des questions? Ouais, mais moi, si tu veux en parler. Est-ce que ben, j'imagine que tu as dit, mais comment s'est passé ton genre de coming out en tant que toi-même avec ta famille et tes proches? Ben, je dirais, je suis out avec ma famille immédiate, là. Fait que ma mère, mon père et mon frère. À l'extérieur de ça, je pense que je suis out à quelques cousins-cousines sur la question de mon orientation sexuelle, mais pas sur mon identité de genre. C'est ça, mon coming out, honnêtement, c'est très très bien passé, là. J'ai la chance d'avoir une famille qui est très ouverte et qui m'accepte comme je suis, là.
c'est ça. Fait que j'ai pu leur expliquer comment j'étais, comment je me sentais, puis ça a été super bien accueilli là, par ces 3 membres-là de ma famille. Donc, on vient de se rendre compte qu'on avait un petit problème d'enregistrement sonore. Désolé pour ça. Ça va être mieux à partir de maintenant. Donc, Raph, t'étais rendu où dans tes questions? Je pense que t'en avais d'autres. Non. Non? J'avais OK. posé... ouais. OK, génial. Fait que, est-ce qu'on l'a posé, ces questions-là, à Gardenia et à Aya? Donc, je trouve ça pertinent d'aller, c'est ça que j'expliquais tantôt à Aya, je trouve ça pertinent d'aller chercher les définitions d'un peu tout le monde, étant donné que je pense que le vocabulaire est en train de se construire là, dans la communauté. Absolument. Puis ça fait qu'on n'a pas toutes justement le même vocabulaire et les mêmes définitions. Fait que pour toi, c'est quoi la différence entre le sexe et le genre? Hey, ça c'est une question difficile, là. C'est ça. Premièrement, bon, je ferai de mon mieux, là, mais je suis vraiment pas la personne référence pour ces affaires-là. Je dirais c'est quelque chose d'assez compliqué, là. Le sexe, depuis mon enfance, c'est homme-femme, pénis-vagin, testostérone, estrogène. Puis là, à travers mes apprentissages, là, surtout à l'aide de la communauté trans, j'ai pu voir qu'en fait, c'est vraiment, vraiment plus compliqué que ça. C'est difficile de dire qu'est-ce qui définit le sexe. On n'est pas sûr, là, même dans les sports, on se pose cette question-là. Parfois, ça a été décidé par des hormones, parfois, ça a été décidé par des caractéristiques physiques. Puis, il y a, même quand on essaie de mettre des barrières puis des murs autour de ça, il y a toute une communauté, en fait, la communauté intersexe, qui rentre pas dans ces barrières-là puis qui finit par se faire exclure. Pour moi, le sexe, c'est... En tout cas, personnellement, c'est pas quelque chose sur lequel je me sens confortable là, de donner une définition parce que je sais que c'est très complexe, c'est quand même très, très nouveau là, dans ce qu'on cherche puis dans ce qu'on trouve sur cette question-là. Puis j'ai pas assez l'éducation de m'établir là-dessus. Tu préfères t'abstenir. Oui, je préfère m'abstenir, c'est ça. C'est très sage. Puis, t'avais dit quoi dire? Ben, j'étais pour dire, c'est ça pour le genre. Ah ouais, on avait pas C'est ça, fait que je vais préfacer ça aussi. Le genre, pour moi, c'est aussi très difficile parce que c'est quelque chose que j'ai pas. Puis voilà, c'est quelque chose que je pensais que j'avais pendant un temps, puis que maintenant, je sais que j'ai pas, puis que j'ai jamais l'impression d'avoir eu. Fait que mes seules expériences avec le genre, c'est quand je le perçois à travers d'autres personnes. OK. C'est intéressant. Ouais, ben, absolument. C'est ça. Fait que ça me donne une perspective extérieure, là, mais sur le genre, je dirais que c'est... en tout cas, c'est comme un amalgame de... Il y a une norme sociale qui, je pense, contribue à comment on définit le genre, mais aussi plein d'émotions, de sentiments, d'être personnel, intérieur, que en tout cas, sur ça, moi, je pourrais pas vraiment m'étendre parce que je l'ai pas, je le vis pas, mais je le vois à travers d'autres gens. C'est une composante centrale de qui on est, là, le genre, clairement. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, là, quand je vois des gens qui commencent à s'affirmer dans leur genre et qu'ils ne le faisaient pas avant, il y a un grand changement. En fait, la personne reste la même, mais elle s'assume plus, elle est plus ouverte. Vraiment, il y a un changement énormément positif dans tous les aspects de ce que je remarque de leur vie. Donc, voilà. Puis, on avait eu une discussion vraiment pertinente, toi et moi, au début de l'année, par rapport justement à c'est quoi
être à genre, parce que moi, je connaissais pas ça. Puis tu m'as expliqué que en fait, à genre rentre dans la non-binarité, c'est ça? Oui, fait que c'est ça. En fait, en tout cas, je vais présenter ma définition de la non-binarité, là, juste pour être clair. Là. Fait que pour moi, la non-binarité, c'est toutes les personnes, en fait, toutes les personnes qui sont non-binaires sont des personnes qui rentrent pas dans le concept binaire du genre, donc qui sont ni exclusivement hommes ou ni exclusivement femmes. OK. Puis, puisque je suis ni exclusivement homme et ni exclusivement femme, oui, je me considère non-binaire. Okay. Je considère que je fais partie de cette communauté-là. Puis tu m'expliquais aussi que, tu sais, on a tendance à dire que le genre, c'est comme sur un espèce d'échelle de gradation, puis qu'il y a des personnes qui sont, tu sais, gender fluid, ils vont se promener sur cette espèce d'échelle-là. Puis toi, tu m'expliquais que c'est un peu comme l'espace. Est-ce que tu veux me... Oui, ben en fait, ça, c'est l'image... faut dire que ça vient pas de moi, mais je me rappelle plus non plus ça vient d'où cette image-là du genre, mais c'est quelque chose que j'ai adopté parce que je la trouve quand même très intéressante, là. Si je considère... en fait, si on considère que l'ensemble des genres, c'est un peu comme l'univers. Donc, il y a des planètes. On pourrait dire que, par exemple, femme est une planète. Puis il y a des personnes qui sont sur cette planète-là. Il y a des personnes qui gravitent autour de cette planète-là. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout associées à cette planète-là. Fait qu'on pourrait dire qu'il y a peut-être des lunes qui gravitent autour de certains genres. Il y a des comètes qui passent de système solaire à système solaire. Puis il y a vraiment plein de différentes manières que tu peux exister et être autour du genre. En fait, c'est juste pour imager là, la complexité du genre. En fait, c'est pas juste une ligne, là, puis tu te places en quelque part sur la ligne, puis si t'es entre hommes et femmes, t'es non-binaire. T'es Il pas faut, un moment donné plus femme, un moment donné plus homme. il faut vraiment... C'est beaucoup plus complexe que ça. Puis à l'intérieur de ça, moi, je me définis comme un astre, quelque chose là, qui flotte dans l'espace puis qui tourne autour d'absolument rien. Il n'y a aucun attachement. Je fais juste continuer à flotter. OK. Puis est-ce que, justement, des fois, mettons pour reprendre l'analogie de l'univers, est-ce que des fois, ça va t'arriver, tout d'un coup, tu vas passer proche de la planète femme, tu vas plus t'associer ou pas du tout? Dans, le fait que tu sois agent, c'est tout le temps monotone, entre guillemets. Il n'y a jamais un moment où tu te sens plus de tel genre ou plus, tu sais, comme... Parce que là, c'est quand même non-binaire, mais c'est... Moi, personnellement, absolument pas. T'es dans le vide, t'es dans un trou noir. Je sais ça, exactement. Je suis dans un trou noir. Tu es le trou noir. C'est l'inverse des planètes, de la matière, complètement. Je ne pourrais pas me prononcer là, sur le vécu des autres personnes à genre, parce que je ne suis qu'une personne dans cette énorme communauté, mais moi, j'ai vraiment jamais eu l'impression d'être même un petit peu attiré, pour reprendre l'analogie, là, attiré ou rapproché d'un genre. Ça ne voudrait pas dire que ça n'arriverait pas dans le futur. Mais à ce jour, c'est pas arrivé. À ce jour, c'est pas arrivé, c'est ça. Mais on pourrait voir que dans 5, dans 30 ans, je commence à dire « Ah, peut-être que je suis X, quoi que ce soit. » Puis ce sera un nouveau chapitre là, dans l'histoire de mon identité de genre. OK. Puis mais je pense que on te l'avait demandé le cheminement, hein, déjà. Ce que je m'en allais dire, oui, c'est ça. On en parlait avec Ea par rapport au mot queer, puis on disait que justement, c'était comme un peu, pas un débat, là, mais à l'association étudiante, parce que, encore une fois, pour nos éditeurs, Massimo siège aussi au conseil exécutif. On est vraiment comme une grosse gang queer et woke au conseil exécutif de l'association étudiante, ce qui fait qu'on a tout le temps des conversations ultra pertinentes. Et en passant, c'est de là qu'est venue mon idée de faire mon projet de fin de diplôme d'études collégiales
à ce sujet-là parce que je trouvais que c'était important qu'on en parle puis que ce soit rendu plus public, nos discussions. Mais par rapport au mot queer, tu sais, on s'est déjà ostiné, entre guillemets, par rapport... Ben, pas toi puis moi, parce que je pense qu'on s'entend là-dessus, mais avec d'autres personnes à l'association étudiante. Puis, veux-tu m'expliquer, pour toi, c'est quoi queer? Est-ce que tu définis queer là-dedans ou pas? Tu sais, oui, absolument. Là, je peux expliquer. Là. Fait que pour moi, queer, de la même façon que non-binaire, pour moi, puis encore, c'est important de le dire là, parce que les définitions peuvent varier, là, mais pour moi, non-binaire, c'est ce qui n'est ni exclusivement homme ni exclusivement femme. Fait que queer, c'est une personne qui n'est pas cisgenre hétérosexuel. Fait que toute personne qui est à l'extérieur du cadre cisgenre hétérosexuel, donc une personne qui est trans hétérosexuelle ou une personne qui est homosexuel mais cisgenre pourrait, selon ma définition, là, rentre dans le mot queer. Voilà. Ça, c'est ma définition. Puis oui, je rajouterais là, moi, je considère que je fais partie de ce mot-là. C'est un mot parapluie, là, un peu. Là. C'est exactement ce qu'il y a. Ok, super. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un mot parapluie, c'est un mot qui englobe plein d'autres mots, plein d'autres identités, orientations à l'intérieur de la communauté. Là. OK. Raph, t'avais-tu... Oui, moi j'avais une question. Là, je veux dire, dans Sherbrooke, mais peut-être le Québec en entier, là, y a-tu une... Tu sais, comme il y a un Transestrie, y a-tu un Agenre Estrie ou un Agenre Québec? Est-ce que tu trouves-tu, genre, c'est ça, y a-tu un... Ouais, ben, je dirais, honnêtement, non, je ne connais pas à Sherbrooke ou au Québec d'organismes dédiés aux personnes à genre. Mais je dirais que, honnêtement, je me considère trans, là, puis je me considère non-binaire. Puis là, il y en a, là. Par exemple, Transestrie, comme tu as nommé, là, je vais dire, je suis sur je suis membre du conseil d'administration de Transestrie, là. Donc, c'est un peu biaisé ce que je dis, mais en même temps, j'ai reçu des vraiment bons services à Transestrie. Puis je trouve que c'est un magnifique espace. Puis c'est des personnes qui sont sensibilisées pas juste aux réalités des personnes trans-binaires, mais aussi des personnes non-binaires et à genre rentre là-dedans et plein de différentes plein de différentes identités à l'intérieur de trans. Donc, voilà. Cool. J'avais demandé la question à Ea tantôt, puis Ea avait une réponse plus par rapport au cégep. Puis toi, étant donné que tu sièges sur le CA de Transestrie, est-ce que tu as une idée de la proportion dans notre société de personnes qui font partie de la communauté? Quelle communauté? Ben, genre, mettons, 2S LGBTQIA+. Ça voulait dire quoi, ça, Massimo, en fait? Comme s'il y avait un poignard. Oui, c'était juste une blague parce que, justement, Ea puis moi, entre autres, là, on a eu des discussions sur utiliser le 2S LGBTQIA NBPA+. Là, oh my God! Ben, attends, je pense que je me suis... Ouais, c'est ça, NBPA+. Pourquoi? Versus utiliser le mot queer, là, fait que... Ah oui, ben c'est parce que c'était ça aussi ma question tantôt, un peu okay, de queer par rapport... Ben, j'ai pas continué là-dessus, mais justement parce que queer, c'est comme... Tu sais, oui. Je pense que toi et moi, ça l'englobe tout, mais pour d'autres, non. En fait, ce que je dirais là-dessus, c'est que je vais présenter mon opinion. Là. Moi, je préfère personnellement l'utilisation du mot queer à un acronyme là, comme 2S LGBTQIA NBP+, désolé. Parce que de toute façon, on se mêle tout le temps en le disant. Mais justement, pour moi, je trouve que, puis c'est étrange à dire, mais un mot exclusif est plus inclusif qu'un mot inclusif. Fait que je peux l'expliquer, là. Je considère que l'acronyme en question, il est inclusif parce qu'il essaie d'inclure le plus de communautés possible, mais avec le temps, il devient très compliqué. Tu sais, on est rendu à comme 9 lettres. Il y a des personnes qui vont simplement dire LGBT, il y a des personnes qui vont dire LGBTQ, des personnes qui vont rajouter un plus. Qui vont mettre 2S avant, 2S dedans. Oui, c'est ça, absolument. Puis je trouve que ça, vu que, en tout cas, puis ça c'est moi personnellement, là, mais il y a tellement de diversité à l'intérieur de cette communauté-là que pour moi, ça va être impossible d'arriver
à un terme inclusif comme cet acronyme-là Ouais. qui va réellement représenter l'entièreté de la communauté. Pour moi, queer, c'est un mot exclusif dans le sens que ça l'exclut les personnes cis-het de cette définition-là. Genre hétérosexuel, c'est ça. juste pour... Oui, Ouais. cis-het, c'est genre hétérosexuel, voilà. Fait que les personnes queer, c'est les personnes qui ne sont pas cisgenres hétérosexuels. Et en disant ce qu'on n'est pas, plutôt qu'en disant ce qu'on est, selon moi, puis c'est là qu'il y a de la divergence, puis c'est correct, là, je ne suis pas l'autorité absolue sur les mots de la communauté, mais selon moi, cela fait qu'on est capable de réellement inclure tout le monde qui fait partie de la communauté d'une manière qui est aussi plus facile à communiquer pour des personnes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté, là, mais qui ont de la difficulté Puis avec aussi le l'acronyme. fait qu'on se réapproprie le mot queer, qui était à l'époque, comme Ea disait tantôt, un insulte. Tu sais. Oui, c'est ça. Fait que queer, à la base, ça veut dire bizarre. Là, puis Ouais. ça a été utilisé pour vouloir dire bizarre pendant longtemps. Ouais. Puis ensuite, ça a été associé surtout à des personnes homosexuelles là, pour les traiter de bizarres, d'extérieur. Voilà. Mhm. Fait que moi, j'aime aussi que cette réappropriation-là, je trouve qu'elle est importante. Là. Ce mot-là, il nous appartient. Donc, je pense qu'on peut l'utiliser comme on le veut. Fait que, mais je trouve ça intéressant de définir par la négative. Tu sais, c'est comme, comme quand on dit, mettons, au lieu de dire polygame, de dire non monogame. Ouais. C'est comme, tu C'est définis, tout sauf, tu te définis parce que t'es pas, Ce qui fait que, Après ça. comme Massimo dit, c'est plus inclusif finalement. au final. C'est ça. Mais comme je dis, c'est mon opinion. Puis il y a Mais des c'est gens comme qui sont trans. en désaccord avec ça. Puis c'est correct. Oui, exactement. Parce que trans Ouais, ouais. exclut toute Trans, personne qui n'est pas cisgenre. c'est ça. Tu sais. Fait que c'est plus inclusif aussi, ouais. C'est vraiment intéressant. Mais est-ce que tu as une réponse à ma question par rapport à la population? Ah, oui. Est-ce que tu as une proportion? Est-ce que tu connais les chiffres? Ou parce que moi, j'ai l'impression... Tu sais, cette question-là me vient parce que j'ai souvent des discussions avec des personnes cisgenres hétérosexuelles qui connaissent pas beaucoup cette réalité-là, disons. Puis souvent, on me dit, tu sais, pourquoi on se plierait à ça quand c'est une minorité des gens? Puis comme je disais tantôt, moi, j'ai l'impression que c'est la majorité des gens qui sont queer, disons, comme on vient de définir, qui sont donc pas cis hétéronormatifs, tu sais. Oui, ben, ce que je dirais à ça, c'est que je pense que on va... Tu sais, il y a définitivement une hausse dans les gens qui se disent ouvertement faisant partie de la communauté queer. Puis ça, je l'associe d'une part à les mouvements sociaux là, qui ont mené à des droits pour cette La communauté-là, liberté, puis ouais. la liberté. Puis ça l'a... Puis aussi un quand même assez grand changement de culture là, à travers pas tant de temps là, sur l'acceptance là, des personnes queer. Puis là, il reste encore beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais je pense qu'on peut être fiers et remercier là, les personnes queer qui sont venues avant nous pour le progrès qui a été fait. Ouais. Fait que ça c'est une partie, je pense, de la hausse. Une autre partie, j'associerais peut-être plus à... il commence à avoir de plus en plus de mots, de définitions reliés à l'orientation sexuelle puis à l'identité de genre qui existent. Puis je pense que ça fait qu'il y a plus de gens qui sont capables de trouver un mot qui les représente. Tu sais, moi, si le mot « agenre » n'existait pas, je pense pas que je pense pas que je serais une personne trans. Ouais. Dans le sens que si agenre n'existait pas, j'aurais pas... Tu sais, j'aurais vu trans, puis je me serais dit, c'est une personne qui se sent, tu sais, autre. Ouais. Mais... Oh. Désolé. Mais, fait que sans le mot « agenre », j'aurais continué, je pense, l'entièreté de ma vie, puis je me serais considéré comme une personne cis, puis je me serais probablement dit, c'est... Tu sais, tout le monde, ou au moins plein de gens sont comme moi, dans le sens que c'est ça le genre. Puis pour moi, le genre, c'était exclusivement des normes sociales. Puis je me serais dit, c'est ça le genre. Puis j'aurais vécu ma vie comme ça. Puis ça aurait pu être quand même une très belle vie malgré l'absence de cette reconnaissance-là. Mais juste le fait qu'il y ait cette définition-là qui existe, que je puisse regarder ça puis dire, attends, il y a des personnes qui n'ont pas de genre. Ça existe. Puis après, j'ai pu faire mon introspection puis faire,
ah ouais, ça me correspond à moi, ça. Mhm. Je pense ayant plus de termes comme ça, on va pouvoir. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont pouvoir pointer à une définition puis dire oui, ça me représente, puis je le sais maintenant parce que quelqu'un a mis des mots à ce que je ressentais. Mhm. Fait que c'est pas juste que tout le monde est comme ça, ou même c'est pas juste que je suis bizarre puis je suis tout seul. C'est vraiment, il y a une communauté, il y a une définition, c'est quelque chose qui existe. Mm. Fait que là-dessus, je pense que je dirais... C'est pas que c'est une mode, c'est juste que les C'est gens ça. ont plus de liberté puis ont plus de termes pour se définir. exactement. Même si les gens commencent de plus en plus à réaliser qu'on n'a pas tant besoin de se définir. Puis c'est un peu ça aussi, queer, si je me trompe pas, non? Genre, c'est aussi le fait que si ça me tente pas de me définir, mais que je suis pas dans la cis-hétéronormativité, je peux utiliser ce terme-là. Tu sais, qui... Oui, absolument. Puis, ouais, là-dessus, je dirais... ouais, absolument. Oui, absolument. Non, mais oui, c'est ça. Queer, ça peut aussi souvent être utilisé pour des personnes qui ne s'identifient pas ou ne souhaitent pas s'identifier à quelque chose qui tombe en dessous du parapluie queer, mais qui sont quand même soit pas cisgenres ou soit pas hétérosexuels. OK. Fait que voilà. Moi, comment je le vois aussi, le mot queer, c'est comme un peu comme une porte d'entrée pour certaines personnes. En tout cas, moi, ça a été ça. Là, quand j'ai jasé avec... En tout cas, j'ai comme appris que... Mon micro, C'est bon? correct, ouais. OK. Quand j'ai comme réalisé que j'étais bisexuelle, mes amis étaient comme « Ah, mais t'es queer. » J'étais comme « Ben, je le sais pas si je suis queer. Ouais. Je peux-tu? Même si je suis une personne cisgenre, je peux-tu m'identifier au mot queer? » Puis là, on m'a appris la définition. Puis j'étais comme... La définition qui était pour ces personnes-là, c'était juste de ne pas appartenir à la cis-hétéronormativité. Fait que j'étais comme « OK, oui. » On dirait que ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir Ouais, dire c'est je ça. veux pas m'identifier ou ça peut vouloir dire je fais partie de la communauté. Puis c'est un peu libre à tout le monde de l'utiliser ou pas. Là. Puis absolument, puis ça, c'est très normal. Tu sais, comme on a dit, là, c'est un mot qui existe depuis super longtemps puis qui a été utilisé contre nous. Mhm. Fait que c'est sûr se le qu'en réapproprier. essayant de se le réapproprier, il peut avoir différentes définitions qui en sortent. Là. Il n'y en a pas une qui est plus vraie qu'une autre. Tu sais, moi, je vous donne la mienne pour que les gens puissent comprendre de quoi je parle quand je dis queer. Mais si une autre personne vient dire non, queer pour moi, c'est ça, ben c'est absolument vrai, puis ça s'applique, puis il n'y a aucun problème avec ça. Puis je trouve que c'est ce qui fait actuellement la beauté de nos discussions quand on parle de tout ça, parce que on a tous des définitions différentes, puis là, ça part des débats. « Hein, mais je suis pas d'accord avec toi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je me sens queer, mettons, mais je le vis de telle façon. » Puis selon moi, tu sais, je trouve que c'est full intéressant. Ça mêle, je pense, certaines personnes qui sont pas habituées ou qui vivent pas ça parce que sont comme, ben là, ça me prend une définition exacte, puis il faut que tout le monde qui se définisse comme ça rentre comme ça dans ce moule-là, de cette façon-là. Alors que les personnes qui font partie de la communauté, en fait, sont comme, ben justement, on est queer, on n'a pas besoin de rentrer dans un moule. Oui, absolument. Oui. Ce que je me demandais, puis on l'a posé aussi à Gardenia puis à Aya, c'est, étant donné que tu es à genre, comment définirais-tu ton orientation sexuelle? Vous avez demandé à Ea puis Gardenia, puisqu'ils sont à genre, comment devraient-ils... Ben, hein? Non, pas puisqu'ils sont à genre, mais okay, genre, c'est ouais, quoi leur ça. orientation sexuelle étant donné comme leur genre. Mais là, c'est d'autant plus pertinent. Tu sais, je sais pas, c'est pertinent avec tout le monde, là, mais c'est vraiment une question. En fait, c'est que, pour te mettre en contexte, j'ai été voir des personnes qui sont C7 puis qui sont pas habituées d'avoir des discussions à ce propos-là ou qui sont pas comme au courant nécessairement de la réalité. Parce que j'avais l'impression que j'étais un peu biaisée étant donné que comme je suis tout le temps avec vous autres. Tu nous parles à nous. Ouais. Vous m'avez biaisé dans mon projet. Fait que j'étais comme, je vais aller voir des personnes qui sont vraiment pas au courant pour qu'ils me posent leurs questions puis que ce soit plus d'une vision cisgenre parce que le but du podcast est pareil pour les personnes cis pour qu'ils soient comme sensibilisés à votre réalité. Fait que c'est ça. Est-ce que t'en as une orientation sexuelle? Comment ça fonctionne? Ben oui, absolument. Là. Moi, c'est facile dans le sens que je m'identifie comme pan. Là. Je dis que je suis pansexuel.
Fait que, heureusement, pansexuel, c'est pas quelque chose qui est associé à un genre de la même façon que hétérosexuel se l'est. Par contre, là-dessus, je dirais, il existe des mots, là, je pense que c'est soit androphile ou androsexuel, et ou gynophile et gynosexuel, pour parler de l'attirance sexuelle envers les gars ou les filles sans rapporter à ton propre genre. OK. Donc, c'est ça. Fait que gynosexuel, si je me trompe pas, là, il me semble, c'est l'attirance sexuelle envers les filles, mais ça rapporte pas à ton propre genre. Donc, tu peux être une personne à genre, tu peux être une personne cis, trans, peu importe, homme, tout. Puis dire « je suis gynophile » si tu as de l'attirance sexuelle envers les filles. Puis c'est la même chose avec... je sais pas si c'est androphile, gynophile ou androsexuel, gynosexuel, là, mais c'est un des deux. Vous pouvez faire de la recherche, là, tout le monde a Internet. Puis... Allez googler. Ouais, c'est ça. Puis, fait qu'il existe ces mots-là, puis justement, ils ont été développés là, en conséquence d'un besoin de la communauté non-binaire. Fait que la communauté non-binaire, ça ne s'applique pas exclusivement aux personnes à genre. Il y a plein de personnes qui... hétérosexuel, c'est un peu dire je suis attiré par l'opposé de. Puis ça fonctionne dans un système binaire quand il y a juste deux options, là, c'est ça. Mais à l'extérieur de ça, ça commence à être beaucoup plus complexe. Fait que c'est pour ça que ces mots-là existent. Là. Ah, c'est cool. Parce que justement, Ea nous disait tantôt, puis je l'avais comme. Ultimement, je savais que c'était ça, là, le mot hétérosexuel ou en tout cas les orientations sexuelles en général, mais c'est tout le temps d'un genre par rapport à un autre. Mais là, t'enlèves cette relation-là, tu fais juste comme non, ben on oublie mon genre, on fait juste prendre en compte le genre de la personne avec qui, de qui je suis attirée. Exactement. C'est hot. Est-ce que tu veux avoir des enfants? Très bonne question. Je sais pas, honnêtement. Ça, c'est une question... assez difficile pour moi. Là. Je vais donner un peu de contexte. Là. Je suis aussi une personne polyamoureuse. Puis honnêtement, je me... on m'applaudit silencieusement. Mais je dirais, je me questionne un peu sur ma vie romantique et sexuelle et quelle forme je veux que ça prenne pour mon présent et mon futur. Puis pour moi, ça reste quand même une partie comme très centrale à la décision d'avoir des enfants. Donc, si je veux des enfants, est-ce que c'est... par exemple, là, je vais vous donner un mot, le polyamour solo. C'est quelque chose qui définit une personne qui est polyamoureuse, mais qui est célibataire? Qui vit un mode de vie dit célibataire. Fait que c'est une personne qui vivrait... sans ses partenaires. Bon, tu sais, comme je dis, là, ça peut être... pas de partenaire. Ben non, mais une personne polyamoureuse qui a des partenaires, mais qui vit quand même sans ses partenaires, puis qui adopte un mode de vie célibataire, puis qui a plusieurs, ou non, là, mais théoriquement plusieurs partenaires. Fait que dans une situation comme ça, théoriquement, cette personne-là serait tout seule à élever un enfant. OK. Il y a plein de différents modes relationnels qui entourent le polyamour et la non-monogamie éthique. Là, comme vous avez dit, c'est exclusif, c'est mieux. Mais puis moi, honnêtement, je me questionne encore sur comment, personnellement, moi, je veux vivre ça. Puis pour moi, il faut que je trouve la réponse à cette question-là avant de pouvoir envisager comment en fait, est-ce que je veux élever des enfants, puis ensuite, comment est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça toute seule ou je fais ça avec d'autres personnes? Quelles sont ces autres personnes-là? Il y a plein de réponses là, qui divaguent du mode standard de la famille là, qu'on a dans la société aujourd'hui. Voilà. Je m'excuse, on prend un chemin un peu qui est putain sur les stigmatisations vécues par les personnes trans, mais c'est trop pertinent. Comment qu'on appelle ça, une personne qui est polyamoureuse puis qui est disponible? Parce que j'ai l'impression que célibataire, ça l'associe directement à la monogamie puis qui, genre, c'est une personne qui n'a pas trouvé quelqu'un. Est-ce que c'est aussi... c'est pas du polysolo? Parce que...
polysolo, c'est vraiment que tu peux avoir des partenaires, mais tu vis sans. Genre. Premièrement, moi, j'ai appelé ça polyamour solo. Peut-être que tu inventes polysolo. Ben, j'ai raccourci polyamour. OK, bon, ben c'est correct. On invente des mots sur le balado, tout le monde. On est un nouveau dictionnaire. Ouais, c'est ça. En fait, je connais le mot pour l'inverse. Donc, je connais le mot pour une personne polyamoureuse qui n'est pas disponible. OK. Mais c'est assez spécifique, là. C'est polysaturé. Oh my God! J'avais entendu l'autre jour, j'étais comme okay. oui! C'est comme les gras que j'apprends en biologie. Genre, il y a des gras polysaturés. Des gras polyinsaturés. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, c'est peut-être ça, polyinsaturé. Polyinsaturé. Ah, ben, ça se pourrait. On l'a trouvé. OK, c'est polyinsaturé. Nice. Polysaturé, c'est une personne qui, en fait, qui est satisfaite avec le nombre de partenaires. C'est une personne polyamoureuse, là, premièrement, très important, qui est satisfaite avec le nombre de partenaires amoureux et ou sexuels qu'elle a, et qui, c'est ça, est saturée, là, n'en veut plus, n'est pas disponible pour avoir des nouvelles relations, d'autres relations amoureuses ou sexuelles. OK. Fait que c'est une question intéressante, là, sur la disponibilité. Moi, je connais pas le mot. C'est peut-être polyinsaturé. On l'invente au pire. Là, on est des oméga 3. Moi, je pense que ça, honnêtement, ça fonctionne. Là. Ben oui. Si polysaturé, c'est la définition que tu viens de donner. Polyinsaturé, c'est genre, t'es down de trouver d'autres partenaires. Ouais. Parce que je trouve ça drôle parce qu'il y a des gras comme ça, mais il y a aussi des gras trans. Mais c'est ça. Puis genre... Dans le fond, on est tous vraiment genre des petits... comment t'appelles ça? Pas des molécules, mais des espèces des protéines puis des niaiseries de même. C'est ça. Des molécules. Des molécules, c'est ça. Je m'identifie comme le cholestérol. C'est tellement drôle. Ben, merci full. On arrive à court de temps parce que dans notre vie de fin de session, moi, j'ai un cours qui commence dans exactement 8 minutes. Mais encore une fois, comme j'ai dit aux autres invités, il y a tellement de choses qu'on n'a pas abordées que j'aimerais qu'on aborde. Puis moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse des deuxièmes épisodes avec chacun de nos deuxièmes invités. Un deuxième épisode avec chacun de nos invités. Fait que chacune. Fait que, tu serais la bienvenue à revenir sur le podcast quand tu veux. Puis merci de nous avoir parlé de ta réalité. C'est full important, puis c'était vraiment intéressant. Merci. Merci beaucoup, là, puis je reviendrai avec plaisir. Nice. Puis comme on parlait l'autre jour, on aimerait peut-être faire un podcast sur le polyamour. Donc, tu pourrais venir aussi nous en parler, ça serait vraiment génial. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci, Raph, d'avoir participé à ces enregistrements. Merci encore une fois à nos auditeurs, auditeurs qu'on dit, hein, Yann nous a dit. Puis, on va sûrement avoir d'autres épisodes, donc restez à l'affût et passez une excellente fin de journée.